On nous cache tout, de retour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, il est 16h. C'est l'émission où on vous dit tout. Avec qui? Avec Michel Poulard. Michel Poulard qui semble ne pas être là, mais qui est là. Et on va tout de suite vous le montrer. Et je suis accompagné, avant de vous présenter Michel Poulard, je suis accompagné de Pauline Rouillet, de Fatima Zahra, de Arnaud. Vous ne les voyez pas pour l'instant, vous ne voyez que l'image de Michel Poulard. L'image pas animée. Tenez, voilà, on va vous montrer là. Là, c'est moi. Et là, c'est eux. Et là, c'est lui. Le voilà, Michel Poulard. Bonjour Michel, comment ça va? Bah écoute, je suis très très heureux d'être avec vous dans le studio, ça me fait vraiment plaisir et j'adore la technologie. Je suis avec vous à Paris. Voilà, tu es avec nous à Paris, Biarritz. on te voit bien. On te voit bien là où tu es, Michel, et on est très très heureux de t'avoir. Alors je vais te présenter, Michel, si tu veux bien, les gens qui sont là. Qui sont avec nous dans cette émission. Il y a deux étudiantes de l'Académie audiovisuelle pour parler des sujets qui vont nous intéresser. Et Arnaud, qui est mon associé, mon bras gauche, mon bras droit. Je ne dis pas le reste parce que c'est vulgaire. Est-ce que tout le monde est barbu? Je ne le crois pas. Alors, attends, Ça change. Bah oui, ça a changé. C'est pas le même visage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le confinement? là, je crois que c'est une question qui t'est destinée, Michel. Ah, je ne l'ai pas entendu, dis donc. Qu'est-ce qu'il a dit, Arnaud? Est-ce que tout le monde est barbu ou est-ce que c'est la mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va pas? Eh, parce qu'il a changé, c'est Non, c'est juste une envie d'avoir un nouveau look. Voilà, j'avais essayé avant le confinement et je l'ai adopté après le confinement. D'accord. Alors je te présente les deux jeunes filles les voici, les deux jeunes filles qui vont participer à l'émission. Le premier sourire, c'est Pauline Rouillet, celle qui a la chemise rouillée. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Allez, un petit Bonjour mot, Pauline. Michel. Voilà. Et le deuxième, c'est Fatima Zahra. Rapproche-toi du micro. Mets le micro bien au bord de la table. Et voilà. bonjour Fatima. Hello Michel. Bonjour Fatima. Ça Pour va? moi, tu peux laisser la caméra sur ces deux jeunes femmes, ça me va très bien. Ok, bon, on va essayer. C'est ça, le monde des Je vais médias. régler les choses un peu différemment. Vous allez voir tout de suite, ça va bien changer. En attendant, Michel, aujourd'hui, je te propose. Alors, le thème de l'émission, c'est avons-nous encore de bonnes raisons d'être optimistes? Avons-nous encore de bonnes raisons d'être optimistes? Ça veut dire, avec les temps que nous vivons, que ce soit la Covid, que ce soit la crise économique, et puis les récents événements qui font que la haine prévaut un peu partout sur notre territoire. Toi qui es, alors je vous présente Michel, le grand conférencier de l'optimisme. Michel, c'est quelqu'un qui fait des conférences dans le monde entier sur l'audace de l'optimisme, et pas simplement pour ça. Les grandes entreprises se réunissent à 50 000 personnes. Alors aujourd'hui, on ne peut plus. C'est demi-jauge pour écouter Michel. Ils repartent de là boostés, plein d'allant, avec justement l'optimisme qui n'est pas un optimisme béat. Eh bien, Michel, la grande question qu'on voulait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons encore de bonnes raisons d'être optimistes? Et on parlera évidemment, si tu le veux bien, de liberté de penser, de liberté d'expression et de liberté de la presse. Eh bien, écoute, je suis partant et je répondrai à toutes ces questions. Est-ce que tu veux que j'y réponde maintenant? Non, je veux simplement que tu me dises en 3 mots, compte tenu du tableau complètement pas idyllique que je viens de brosser de la société, est-ce que nous avons de bonnes raisons d'être optimistes? Écoute, moi j'y crois profondément. On a toujours des bonnes raisons de rester optimiste parce que l'optimisme est un biais cognitif sur lequel nous-mêmes nous avons la main. Nous pouvons choisir nous-mêmes de voir ce qui nous intéresse ou interpréter une situation comme cela nous intéresse. Et je vais peut-être même aller plus loin. Si l'homme n'était pas intrinsèquement optimiste, l'humanité cesserait d'exister. C'est ce qui fait qu'on continue à faire des enfants, qu'on est là depuis des millénaires et qu'on sera encore là normalement encore pendant de nombreuses années. Donc l'optimisme est le propre de l'homme. Maintenant, c'est à nous à voir ce qu'on en fait. D'accord. Alors, Arnaud, Oui. lui, Arnaud, il pense pas vraiment comme ça. Il pense que les choses vont mal, c'est ça, Arnaud? Là, c'est toujours pareil. Quand on travaille en fait un peu dans le monde des médias et quand on essaye de chercher un peu d'informations sur le journalisme, là, à ce moment-là, en ce moment-là, effectivement, c'est très compliqué. C'est assez négatif, que ce soit les informations. Il y a très peu d'informations positives. Tu peux même regarder le foot, par exemple. En général, les gens aiment bien le foot, le sport. Là, même le foot, en ce moment, on est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Donc oui, moi, j'attends effectivement d'être optimiste. Là, j'attends beaucoup de choses, là. Effectivement.
Si je peux justement rebondir sur ce que tu dis, Arnaud, si être optimiste, ça devrait seulement se passer quand tout va bien, l'optimisme n'aurait pas raison d'exister. Ah, d'accord. C'est justement quand ça va mal que l'optimisme est de rigueur. Oui, mais alors souvent l'optimisme, c'est pas que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi dans la vie personnelle. Et est-ce que tu fais une différence entre le monde de l'entreprise et la vie personnelle, quoi? Est-ce que tu fais une différence entre ton état d'esprit la de vie tous de les jours et l'entreprise. ton état d'esprit professionnel? Bah, pour certaines personnes, tu C'est sais. un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ouais, mais pour certaines personnes, c'est la même chose. Quelquefois, travail, perso, quelquefois, c'est la même chose, quelquefois, pour certaines personnes, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais disons que l'optimisme, c'est un prisme, et ce prisme te permet d'aller chercher les solutions, les idées. C'est ce qui te permet également de faire preuve de résilience, de transformer le pire en meilleur, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. En fait, ce qui est merveilleux avec ce message, c'est que nous sommes, nous, maîtres de ce qu'on va interpréter. Ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui fait que nous soyons heureux ou ayons du succès, mais c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive qui fait la différence. On aura l'occasion de développer, je suppose. Oui, on va pas décapiter les gens tout de Sinon, suite. je dis tout. On va Sinon, attendre. je te dévoile tout maintenant. Alors, Pauline avait une question à poser. Oui, simplement, tu dis quand ça va mal, l'optimisme c'est de rigueur. Est-ce que ça serait pas plutôt se voiler la face et la méthode Coué, voir que tout va mal, qu'il y a des catastrophes naturelles, les animaux, il y en a de beaucoup moins, l'espace sauvage se réduit, et se dire bon bah finalement on se voile la face, oui, ça va bien, oui, ça va aller mieux de toute manière. Alors, Pauline, ça c'est une réflexion qu'on entend énormément, surtout en France, hein, où on confond le pessimisme avec le réalisme. Il y a une pensée qui dit que pour être réaliste, il faut ne se concentrer que sur ce qui va mal. Être optimiste, ce n'est pas être déni. Les optimistes sont capables de voir ce qui va mal. Les optimistes ne sont pas à côté de la plaque. Ils admettent que nous vivons dans un monde dégueulasse, un monde immonde, mais ils décident de le transformer et de le garder, ou en tout cas de garder ce qui leur arrange. Alors, est-ce que c'est se mentir ou pas? Ce n'est pas se mentir par rapport à la réalité, mais c'est se dire que s'il y a peut-être quelque chose à construire, on ne peut le construire que si on a une vision positive de ce qui peut se passer. Alors, Michel, d'accord, Mais dans les actes, quand on entend ce que vient de dire Pauline sur la nature, quand on entend et qu'on voit ce qui s'est passé récemment à Conflans-Sainte-Honorine, on va en reparler tout à l'heure. Quand on voit les choses telles qu'elles sont et quand on voit les dirigeants qui sont peut-être optimistes en parole, très bien, mais qui n'agissent pas, est-ce que l'optimiste, c'est celui qui dit non, tout va bien aller, ou est-ce que c'est celui qui va prendre les bonnes décisions même si elles font mal? et en même temps, j'enchaîne, pardon. Comment dire, l'effondrement économique qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début, en fait, hein, normalement. Ce sera encore pire après, quoi. Voilà. Alors, vous avez tous les deux raison. Et c'est ce que je viens de dire. Hein. On vit dans un monde ignoble où tout va mal. Mais est-ce que tout va mal? Effectivement, l'économie va mal. Effectivement, le Covid est là et nous empêche de vivre une vie dans laquelle on peut se sentir libre. Effectivement, il y a des viols, des meurtres, pas plus tard qu'hier encore pour la liberté d'expression. Effectivement, tout ceci existe. L'être humain est aussi ce qu'il y a de plus ignoble. Et il y a une étape importante dans l'attitude optimiste, c'est effectivement d'accepter le monde dans lequel on vit, mais c'est aussi surtout de refuser de rester sur ce sentiment de fatalisme où on se dit j'y peux rien, je peux rien y faire. Et je rebondis sur ce que Richard a dit tout à l'heure à demi-mot. L'optimisme, ce n'est pas juste se dire qu'on va voir les choses de façon positive. Ça, c'est de l'optimisme BA. D'ailleurs, tout ce que vous avez décrit jusqu'à présent, c'est l'optimisme BA. Un optimiste, c'est quelqu'un qui se dit qu'il y a quelque chose à faire et va se mettre en action. L'optimiste, c'est quelqu'un qui se dit quelles sont mes marges de manœuvre qui sont en ma possession pour pouvoir changer le monde de mon côté. Être un petit peu cette fameuse légende du colibri qui éteint l'incendie d'un feu de forêt à lui tout seul. L'optimiste est dans l'action. Ça veut dire qu'on n'est pas dirigé par les optimistes. Alors, il y a Fatima Zahra qui a des questions à poser et peut-être aussi les messages qu'on a sur Twitch.
sur le chat de Twitch. Alors je vous rappelle que vous êtes ici sur irm.radio. Pour nous écouter simplement, il suffit de faire irm.radio sur votre navigateur. Et si vous voulez nous voir, même si parfois l'image saute un peu, eh bien il faut aller sur Twitch, faire IRM Radio. Et là, vous voyez nos têtes. Alors c'est peut-être pas ce qui est le plus joli à voir, mais quand on vous montrera, tenez, voilà, je vous les montre. Les sourires qui sont ici, on se rend compte que ça vaut vraiment le coup d'aller sur Twitch. Fatima Zahra. Alors moi, dans un premier temps, j'avais une petite question, Michel. Je souhaitais savoir si nous sommes nés optimistes ou pessimistes. Et justement, est-ce que ça s'apprend si nous ne sommes pas nés ni optimistes ni pessimistes? Est-ce que c'est inné? Alors, ta question est intéressante. La réponse est oui, mais. En fait, c'est un oui, mais. De récentes études génétiques ont démontré que les hommes sont tous dotés du génome du bonheur qui s'appelle le génome 5-HTT, et c'est le génome qui nous permet d'être optimiste et de faire preuve d'optimisme. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est que l'être humain est doté de la capacité à être heureux et être optimiste. La mauvaise nouvelle, le mais, c'est que tout ce qui est génétique va dans ce sens-là. Il y a des gènes plus longs et plus courts que d'autres. Il y a le 5-HTT court et le 5-HTT long. Excuse-moi pour ce barbarisme, mais c'est pour t'expliquer. C'est-à-dire que certaines personnes auront plus de propension, plus de facilité à être optimistes que d'autres, et pour d'autres, ce sera effectivement plus difficile. En revanche, pas impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Si je lis ça, encore une autre étude, une étude qui a été menée à Londres par le professeur Richard Wiseman à l'université de Londres, qui démontre que l'optimisme est une question de volonté. Que l'on soit optimiste de naissance ou un petit peu moins, c'est ce que nous-mêmes nous allons faire et décider qui fait la différence. Et cette étude démontre que l'optimisme est une compétence comme une autre. C'est-à-dire que si vous voulez devenir plus optimiste, eh bien ça se travaille. Si on fait l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure, à écouter les énumérations de Richard et Arnaud qui énumèrent tout ce que la presse nous dit aujourd'hui, forcément, ça va favoriser le pessimisme. En revanche, si je décide d'accepter cela et de me dire, OK, qu'est-ce que je choisis de retenir? Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, autour de moi, il y a encore suffisamment de raisons pour dire que la vie est belle? C'est un choix et je vais agir en conséquence. Donc, pour résumer, certains d'entre nous naissent avec une plus grande facilité que d'autres à être optimistes. En revanche, nous naissons tous avec ce génome, donc nous pouvons tous en faire preuve. Et conclusion, nous pouvons tous apprendre à l'être quand nous ne le sommes pas, au même titre qu'on peut le perdre. D'accord. Alors, juste un petit détail, on me signale que sur Twitch, effectivement, l'image bug un peu. Je suis en train d'essayer de régler les choses en retirant d'ailleurs la caméra qui nous renvoie, qui te renvoie, Michel, notre image pour économiser la bande passante. Mais vous pouvez suivre le son, suivre les images, même si elles sautent un petit peu sur Twitch, et en tout cas le son sur irm.radio. Donc vous pouvez brancher les deux en même temps, et ça sera, vous allez voir, un grand bonheur pour vous. Fatima Zahra, des messages sur le chat de Twitch, justement. En effet, donc on a une auditrice, donc Myriam DE, qui dit justement si les médias ne se concentraient pas uniquement sur ce qui va mal, et si ce n'était pas non plus ce que les auditeurs consomment, je suis d'accord. Il y a plein de belles choses à voir et à montrer. Ainsi, nos cerveaux se nourrissent de belles choses et les reproduisent. Donc justement, ça rejoint ce que vous venez de dire finalement, qu'il y a des belles choses et qu'on peut apprendre justement à devenir optimiste. Il y a encore de belles choses qui nous entourent finalement. Absolument. Michel, oui. Alors à nouveau, alors je sais pas, il doit y avoir un bruit de chaise qui craque dans mon oreille. C'est horrible ce bruit de chaise. Pour répondre à cette réaction qui est totalement juste, c'est un petit peu comme vous devez connaître ces gens qui en permanence vont vous dire qu'il faut pas se lancer, ou on se fait tous des films. Voilà, résumons-le comme ça. On est tous d'excellents réalisateurs et metteurs en scène parce qu'on se fait tous des films. C'est bien entendu très métaphorique, mais on se fait des films sur un projet. On connaît tous parmi nous des amis, des gens, de la famille, ou peut-être le sommes-nous nous-mêmes, des gens qui vous diront « Ouais, mais non, je vais pas me lancer parce que de toute façon, je vais pas y arriver. » Ou « Je vais pas me lancer parce que de toute façon, je suis pas prêt. » Ou « Je vais pas me lancer parce que, bon, si c'est pour échouer, je n'y vais pas. » Et en fait,
tout est sur le regard. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se lancent et d'autres pas? Quelle est la différence entre les gens qui ont plus de succès que d'autres ou pas? Eh bien, c'est justement le regard qu'ils portent sur la chance qu'ils donnent à la réussite. Et ça, c'est un regard optimiste et actif sur une idée, un projet, une information. Les gens qui réussissent plus que les autres échouent plus que les autres, mais comme ils considèrent l'échec comme un apprentissage, comme ils voient ça comme étant quelque chose de positif, eh bien, ça leur permet de rebondir beaucoup plus vite et de prendre ça comme une leçon qui les rapproche du succès. Voilà. Est-ce que on arrive à donner autant de chances à la réussite qu'à l'échec? C'est un regard. Les pessimistes vous diront non, les optimistes vous diront oui. Alors, quelque part, je préfère peut-être parfois me mentir un peu sur mes propres capacités et probablement y arriver, que de me dire que j'y arriverai pas, parce que ça, à tous les coups, je n'y arriverai pas. C'est vraiment un état d'esprit qui est extrêmement puissant et qui a des conséquences incommensurables sur le reste de votre histoire. Si vous vous dites que c'est pas possible, c'est certain que ça ne le sera pas. Si vous vous dites que c'est possible, ça ne veut pas dire que vous y arriverez, mais vous mettez plus de chances de votre côté d'y arriver. C'est ça la différence, c'est l'action. En effet. Alors, mon cher Michel, on va faire une petite parenthèse parce que nous sommes une radio, donc nous sommes un média. En tant que tel, nous revendiquons notre liberté qui est prévue par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, liberté de la presse, liberté d'expression. Les récents événements me font réagir et j'ai envie de vous montrer 2 images et après on pourra discuter. Attends, on peut faire un résumé peut-être de l'histoire parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire de ce qui se passe. On va faire un résumé de l'histoire après. D'accord. D'abord, je vais vous montrer 2 images. La première, c'est celle-ci, vous allez la reconnaître. C'est l'image de la caricature qui a été publiée sur Charlie Hebdo. La caméra de notre ami Michel Poulard est coupée, mais bon, il va peut-être la rétablir. Et la deuxième, c'est une autre caricature que vous voyez ici, qui est une caricature aussi de Charlie Hebdo, qui, elle, rigole, non pas de l'islam, mais rigole du catholicisme, en montant une scène qui est quelque peu vulgaire et pornographique, présentant des gens d'église. Alors, je ne fais pas de commentaires. Et il y a l'œil aussi. Il y a l'œil aussi, l'œil qui peut aussi symboliser des ordres initiatiques, etc. Alors, mon cher Michel, alors on ne t'entend plus, on ne te voit plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus de liaison. Avec toi, on va essayer de la rétablir. Et on va essayer de développer là-dessus. Mais bon, avec ceux qui sont là, et je vais demander peut-être à Arnaud, est-ce que toi, Arnaud, tu veux résumer ce qui s'est passé? Non, parce que, comment dire, je suis arrivé très tard hier soir, et donc j'ai suivi juste le début. J'ai juste entendu, effectivement, qu'il y a quelqu'un qui a été décapité, que c'est un professeur, que c'est un jeune de 18 ans d'origine de Moscou. Était né je vous raconte l'histoire en quelques mots. Voilà. Il y a un professeur d'histoire au lycée de Conflans-Sainte-Honorine qui, lors d'un cours d'instruction civique, a montré à ses élèves la première des 2 caricatures que je vous ai présentées, c'est-à-dire Mohamed nu. Et il a dit aux élèves qui étaient dans la classe, écoutez, je peux comprendre que certains d'entre vous risquent d'être choqués. S'il y a des musulmans dans la classe et que vous voulez détourner les yeux ou même sortir de la classe, eh bien, vous pouvez le faire. En général, un professeur n'autorise pas les élèves à sortir de la classe. Mais pour ménager leur sensibilité, pour ne pas parler de susceptibilité, il leur a proposé ça. Et il a montré cette caricature et il a fait tout un cours sur la liberté d'expression, le droit au blasphème, le droit à la caricature, le droit à la moquerie et peut-être aussi une plaidoirie sur ce dont on va parler ensemble avec Michel, parce que je sais que c'est aussi son état d'esprit, l'autodérision. Là-dessus, il y a des parents qui sont allés porter plainte et qui, en reprochant au professeur d'avoir choqué les élèves, etc. etc. Je n'ai pas à entrer dans la vérité des choses, simplement ça a provoqué qu'il y a un jeune Tchétchène qui s'appuyant sur ses convictions, non pas musulmanes, mais islamistes. Et là, il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que tous les musulmans ne sont pas islamistes. Et même les musulmans souffrent du fait qu'on se serve de cette belle religion
pour pouvoir trucider des gens, parce que c'est pas ce que l'islam recommande. Se réclamant de ça, hier, à 17h, dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine, il est allé décapiter ce pauvre professeur. Et lui-même, le jeune en question, 18 ans, a été abattu par la police. Voilà l'histoire. Alors là-dessus, tout le monde a réagi. Moi, je réagis en montrant les caricatures, parce que rien ne m'empêchera de continuer à me moquer, y compris de catholicisme, et moi qui suis juif, y compris du judaïsme. Je pense que c'est l'autodérision qui va nous sauver. Après, mon opinion personnelle sur la religion, elle est que pour l'instant, selon moi, la religion, c'est quand même la chose qui a causé le plus de mal à l'humanité. Mais je respecte ceux qui croient. Et je pense que ceux qui croient, qui ont en eux une croyance qui les aide à vivre et à s'équilibrer, ça mérite le respect. En revanche, je ne m'attaque pas à ceux qui croient et je m'attaque aux dégâts que fait la religion. Ça n'a rien à voir. La religion en tant que telle, c'est une belle chose. Malheureusement, il y a les hommes. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc voilà pour le résumé des faits. Moi, je voudrais demander à Michel Poulard et aux gens qui sont ici, comment pouvons-nous avoir, compte tenu de la dégradation des relations humaines, compte tenu de la surenchère de la haine qui prévaut aujourd'hui, comment pouvons-nous avoir des raisons d'être optimistes sur l'avenir, notamment en France, où les choses dégénèrent de plus en plus chaque jour? Michel. Déjà deux choses. Toi et moi, je sais que toi aussi, tu es très sensible à l'utilisation des mots et de la sémantique. Tu as dit tout à l'heure, je continuerai à me moquer. Est-ce que c'est le bon mot, se moquer, ou faire preuve de dérision, ou taquiner? En fait, on se rend compte que les mots ont un impact différent. On sait que les mots ont un impact différent sur les uns et les autres en fonction de notre état d'esprit, de nos croyances, de notre culture, de notre religion. Parti de là, si on comprend que chacun d'entre nous, on voit le monde et on perçoit le monde différemment, peut-être qu'on peut imaginer que l'autre ne soit pas sensible à ce qui nous fait rire ou pas. Alors, l'optimisme dans tout ça, est-ce que l'on peut croire que l'optimisme va effectivement arranger les choses? La première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas faire l'erreur que tu viens de faire, c'est de généraliser. Je ne pense pas que le monde va réellement de plus en plus mal. Et à nouveau, c'est une volonté de porter son regard sur ce qu'on veut, mais à nouveau, si je compare le monde de 2020 avec le monde d'il y a 100 ans, de 1920, je pense que le monde aujourd'hui va beaucoup mieux qu'il n'allait il y a 100 ans. Il y a moins de maladies, moins de guerres, moins de conflits. Alors oui, bien entendu, il y a toujours de la détresse, il y a toujours de la pauvreté, il y a toujours du manque, bien entendu, mais globalement, en 2020, on vit beaucoup mieux qu'on ne vivait il y a même déjà 50 ans. Donc, la généralisation est pour moi l'ennemi de l'optimisme, parce qu'elle donne une sorte de distorsion, ça crée un biais cognitif qui déforme la réalité du monde. La réalité, c'est que le monde ne va pas de plus en plus mal. Il y a des choses qui vont mal. Il y a la sidération. Hier, on a été sidéré par rapport à ce crime odieux, cette décapitation qui indigne toutes les communautés et tous les êtres humains. Mais ce n'est pas tous les Tchétchènes qui décapitent à la volée tous les jours. C'est encore heureusement un cas isolé, et on peut encore aujourd'hui heureusement se promener librement dans la rue. Donc, je pense que l'une des premières choses dont il faut tenir compte, c'est de commencer à éviter à faire des généralisations, et c'est malheureusement ce que font souvent les médias. Oui, mais justement, dans les médias, actuellement, il y a une sorte de psychose collective, là. Et on nous impose cette psychose collective, notamment les médias, les journaux télévisés insistent là-dessus, quoi. Je ne sais pas. Alors, ça, à nouveau, c'est un regard. C'est une fenêtre, c'est le regard des médias, c'est la fenêtre des médias qui, elle, n'existe que pour une seule chose, c'est pour les annonceurs, pour prendre votre temps de cerveau. En revanche, si on regarde les réactions qui se trouvent sur les réseaux sociaux, on lit et on voit autre chose. Et on pourrait presque se dire qu'il y a une sorte d'opposition entre ce que les médias disent. On voit quoi par exemple? Exemple des sentiments de colère, des appels à la révolte, des appels à la désobéissance. Oui, mais ça, on le voit pas dans les médias, ça, par contre. Non, mais on regarde aujourd'hui, je n'apprends rien à personne en vous disant que les jeunes, par exemple, sont plus sur leur téléphone que devant la télévision. Oui, donc les réseaux sociaux ont beaucoup plus d'influence qu'aujourd'hui les médias mainstream. Alors, je suis pas sûr pour l'influence. Je pense que l'influence de la télévision est plus importante et que le pouvoir des médias, notamment à la télé, est plus important que les simples tweets
qu'on a. Puisque souvent, les réseaux sociaux, le but en général, c'est de censurer les messages qui ne les intéressent pas. Tu vois? Eh bien, tu fais de nouveau une généralisation parce que si tu regardes les études, si tu regardes les études, qui regarde la télé, c'est en général les plus de 30 ans. Les moins de 30 ans sont plus sur leur téléphone et sont plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes, les moins de 25 ans, communiquent sur les réseaux sociaux et apprennent ce qui se passe dans le monde grâce aux réseaux sociaux et non plus par la télévision. Alors, il y a notre génération et la génération des jeunes. J'ai envie de dire que l'équilibre est où? Ben, c'est ce que vous allez regarder. Effectivement, si je reste sur BFM Télé et sur CNews toute la journée, à la fin de la semaine, je me suicide. C'est clair. Alors, il y a une auditrice qui dit on est libre de ce que l'on consomme comme information et là où on va la chercher. C'est-à-dire qu'elle dit on est libre, mais on pourrait dire aussi on est responsable. Est-ce que dès lors, c'est pas les choix que nous faisons en termes de fréquentation de tel ou tel média qui déterminent la responsabilité que nous avons à recevoir tel ou tel type d'information et pas une autre finalement? Tout est une question d'équilibre, Richard. Je veux dire, moi, je continue à regarder les médias parce que je pense que pour rester connecté au monde, il faut savoir ce qui s'y passe. En revanche, à quelle dose je prends cette information? Hier, quand j'ai reçu l'information, je suis resté plus longtemps devant ma télévision pour savoir ce qui allait se passer. Mais je n'ai pas laissé BFM allumé pendant 3 heures une fois que l'information a été donnée. Les réseaux sociaux, je les maîtrise. Je suis abonné sur des pages, des groupes, sur la chaîne YouTube, sur des chaînes qui m'apportent ce que j'ai envie de positif. Il existe, j'ai envie de dire, autant de chaînes de développement personnel et de positivité qu'il n'y a de chaînes qui vous rapportent des choses négatives du monde. C'est un choix. Voilà, des couteaux, on en a tous dans une maison. On s'en servir pour découper le gigot ou on peut s'en servir pour découper la belle-mère. Voilà, c'est vous qui choisissez. Je comprends. Pauline? Est-ce que c'est le couteau qu'il faut mettre en question? On est d'accord, c'est la dialectique de l'outil et de l'usage, on est d'accord. Pauline? Exactement. Non, mais simplement, ce que je me dis, c'est que finalement, encore aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas faire des dessins sans choquer. Enfin, Charlie Hebdo, comme si on n'avait rien retenu. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on dit que l'humain est très intelligent, fait plein de choses, développe. Et Michel, tu dis qu'on est quand même bien mieux maintenant que dans les années, qu'au XVIIIe siècle. Oui, on progresse, mais finalement, on a du mal à progresser. Enfin, je veux dire... il y a quand même quelque chose qui passe pas. Enfin, les dessins, ça passe pas. Rien que penser aux animaux, en 1945, il y avait beaucoup moins d'animaux dans les abattoirs qu'à l'heure actuelle. Enfin, c'est quand même un désastre pour les animaux. Non, mais c'est de la distorsion. C'est une distorsion de la réalité que tu fais là. Je t'explique. Quand tu dis on, c'est qui on? Pour commencer, c'est qui on? On n'apprend pas. De qui tu parles en disant on? Finalement, ce jeune qui a fait cet acte horrible... Ce jeune. Oui, pas mais... on. Les médias, on est un... Non, ce que veut dire Michel, c'est que c'est un qui dérape, et c'est sûr qu'il fait toute l'actualité, et il accapare tous les médias, jour et nuit, depuis hier, 17h. Et c'est horrible. C'est un qui dérape. Et on dit, nous disons, nous disons, on ne peut plus rien dessiner. Bon, maintenant, tous les journaux, suite à Charlie, ont publié les mêmes caricatures, celles que j'ai passées tout à l'heure, et ils n'ont pas tous été inquiétés. Il y a eu une fois Charlie, il y a eu une fois, il y a quelques jours, une attaque, mais c'est quand même répété. Il y a un sentiment d'insécurité qui s'instaure. Les gens pensent, nous ne sommes plus, et là on pourrait leur poser la question, nous, et la personne va répondre, moi. Moi j'habite Conflans. Après, je vous donnerai une autre anecdote par rapport à Conflans. J'habite Conflans, qui est un lieu tranquille, qui est un endroit tranquille où il ne se passe pas grand-chose. Il y a un peu des cambriolages comme partout, mais pas plus qu'ailleurs. Et le sentiment général des gens qui sont à Conflans, jusqu'à hier, 17h, c'est une petite ville sympathique. C'est un port de péniche, très connu, donc c'est aussi un hub international. Il se passe des choses, c'est bon enfant, c'est tranquille, c'est gentiment bourgeois, on va dire, même s'il y a aussi des cités, etc. Et voilà. Et les gens, à partir d'hier 17h, aujourd'hui, disent on ne se sent plus en sécurité. On ne peut pas, et c'est pas de la généralisation, on ne peut pas lutter contre un sentiment qui prévaut lorsqu'il se passe un événement grave avec une personne, c'est sûr, même si c'est une personne. Après, on va parler de la Covid, qui fait des morts, mais qui fait autant de morts que la grippe, mais qui tue moins que la route.
Et on ne parle pas tous les jours de la route. Et même des accidents. Absolument. La première cause de mortalité des enfants, c'est les accidents domestiques. On ne parle pas tous les jours des accidents domestiques. Et pourtant, on devrait en parler parce que c'est 20 000 morts par an. Donc beaucoup plus que la Covid. Donc tout ça, c'est une, une question de perception. C'est où on porte notre regard, et notre regard va influencer notre perception. Ça commence par le regard. Regarde, tout à l'heure, Pauline disait on pour une personne, hein, tu l'as très bien illustré, Richard, mais il va y avoir une marche blanche, il va y avoir, et quand il y a des gens qui vont dans la rue, eh bien, ce sont par dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui vont dans la rue par indignation. Donc, globalement, à nouveau, où est le regard que tu veux porter? Moi, je pense qu'on a beaucoup plus, la grande majorité des Français apprennent et comprennent, sont tolérants, et c'est malheureusement parce qu'on parle beaucoup trop de ces minorités qu'on a l'impression que ce sont eux qui pourrissent le monde. Or, remettons tout à sa place, et c'est ce que l'optimisme permet de faire, c'est de retrouver l'équilibre, parce qu'on crée une distorsion cognitive, où on a l'impression qu'il est dangereux de sortir de chez soi. Déséquilibré, il y en a toujours eu. Si je parle de Jack l'Éventreur, ça a fait peur aux Londoniens pendant plusieurs années, alors que c'était un seul déséquilibré. Ça peut tomber sur tout le monde. Bien entendu, il y a aussi l'effet psychologique de proximité. Ça se passe en France. Si ça se passait au Pakistan, tout le monde s'en foutrait. Mais comme ça se passe chez nous, on se dit tous « Ah merde, ça peut m'arriver à moi aussi ». Et ça contribue à cet effet de psychose. Maintenant, regardez, dans quelques jours, vous allez voir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ces centaines de milliers de personnes, ce sont des gens qui ont compris le message. Maintenant, à vous de voir sur qui vous gardez votre attention. Oui, alors moi, pour enchaîner en fait là-dessus, je suis d'accord, mais simplement le sujet, c'est pas forcément l'attentat. Le sujet, surtout, c'est les attentats, il y en a de plus en plus maintenant. Il y a eu, l'hypercachère, il y a Charlie Hebdo, il y a encore aujourd'hui, enfin hier, ce décapitage, il y en a de plus en plus. Simplement, on se rend compte quand même, il y a un certain type de profil, en tout cas à chaque fois, dans les attentats. Alors, ça, on peut pas le nier, ça, par exemple. À ça, j'ajoute autre chose, Michel, c'est que c'est pas tant l'attentat en lui-même. D'ailleurs, c'est une intervenante dans le chat de Twitch qui le dit. Et quelle est la responsabilité de ceux qui ont affiché ce professeur sur les réseaux sociaux en criant au scandale? C'est aussi lorsque on voit, moi j'ai vu mon ami Claude Siard, qui est journaliste à RFI avec qui je travaille, qui dénonce ce qui s'est passé, et il y a quelqu'un qui répond, bah non, il a eu que ce qu'il méritait, c'est du good job. On se rend compte que ce cas isolé provoque... Quand quelqu'un va se plaindre parce qu'on a osé montrer des caricatures, cela démontre que ceux qui montrent des caricatures se sentent courageux, se sentent stigmatisés, et il y a des voix qui s'élèvent pour dire bah oui, mais quand même il a fait de la provocation. Et ces voix qui s'élèvent là cautionnent l'assassinat. Pas forcément. C'est tout ce mouvement-là qu'il faut dénoncer. Je suis pas d'accord. Alors à nouveau, je reviens sur ce que Arnaud a dit. Il y a de plus en plus d'attentats. Moi, j'ai un réflexe. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. Excuse-moi Arnaud, je ne suis pas en train de dire que tu es ignorant, mais je suis sur Wikipédia et je suis en train de regarder les attentats par décennie. Et je suis désolé de te dire que des attentats, il y en a toujours eu en France. Et si je regarde par exemple les années 60 et les années 70, il y avait beaucoup d'attentats que ces 10 dernières années. Donc là aussi, c'est l'ignorance crée la psychose. Quand je regarde ici les attentats de l'OAS que peut-être Richard a connu, j'en sais rien, dans les années 60, il y a eu la bande Abadère, mais quand je regarde Wikipédia, il n'y a aucune décennie qui a été épargnée par les attentats. Et en 1980, mais là, il y a eu un Premier ministre qui disait enfin en substance, parce que je ne me souviens pas des paroles exactes, qui disait qu'à l'école, les gens n'avaient pas à choisir quelle école ils allaient fréquenter et ce qu'ils allaient pouvoir y trouver. Et ce gars-là, c'était le maire de Conflans-Sainte-Honorine, c'était Michel Rocard, qui à l'époque était Premier ministre. C'est bien pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. Sauf que les choses s'amplifient, qu'elles sont davantage médiatisées. Mais tout à l'heure, il y a Fatima Zahra qui voulait dire quelque chose en disant qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Et moi, quand on n'est pas d'accord avec moi, j'ai envie d'entendre. Je disais que je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On n'est pas obligé, comme tu as dit. Moi, je suis totalement pour la liberté d'expression. À partir du moment où je vois des caricatures, nous sommes en France, on est dans un état de droit. Nous avons le droit, justement, au blasphème, à la caricature. Ces blasphèmes
peuvent me heurter, peuvent heurter certaines personnes. Néanmoins, ce que je fais, c'est que je tourne le regard, je ne regarde pas tout simplement. Donc personnellement, je refuse à ce qu'on se dise qu'il y a soit tu es, entre guillemets, soit tu es Charlie, ou soit tu es justement, terroriste. Il y a un entre-deux, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément Charlie, je suis la France. Je trouve que ce qui s'est passé, c'est juste horrible. Je suis pas choquée par la caricature, je suis pas choquée par les personnes, entre guillemets, qui pensent que c'est de la provoque. Parce que moi, je ne pense pas que ça soit de la provoque. On est en France, il y a une histoire, il y a une culture. Donc ça fait partie aussi de la culture française et de l'histoire française. Moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est vraiment la barbarie et l'ignorance, comme il disait tout à l'heure, Michel. Donc c'est l'ignorance et la barbarie justement des personnes qui commettent ces actes de barbarie. Donc ça brise des familles, ça brise des vies, c'est insoutenable. Mais on ne peut pas dire qu'une personne qui se dit, qui dit justement que ça peut être comme de la provoque, que ce soit finalement cautionner justement ces actes. Moi, je ne cautionne absolument pas. Ça ne me choque pas. Je suis heurtée, je préfère tourner le regard parce que je suis croyante, mais je ne vais absolument pas interdire à quelqu'un de blasphémer ou je ne vais pas interdire justement à quelqu'un de pouvoir justement faire ces caricatures-là. On est en France, on est dans un état de droit. Donc nous sommes d'accord en fait. Nous sommes parfaitement d'accord. Michel. Fatima, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu entends derrière le mot blasphémer ? Alors, par exemple, là, les deux caricatures qu'on voyait, justement, c'était... Qu'est-ce que j'entends par blasphémer ? Oui, parce que je crois que le problème aussi, et je le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, tout dépend de ce que l'on met derrière un mot. Et quand tu utilises le mot blasphémer, je veux savoir ce que toi tu y comprends, parce que de là peut venir aussi des idées de solutions. Alors ça peut être une image ou même parler des choses entre guillemets injurieuses qui peuvent heurter une religion, que ce soit sur justement l'islam, que ce soit sur la religion chrétienne, que ce soit les protestants, que ce soit le judaïsme ou même encore l'hindouisme, etc. Donc après, Richard l'a rappelé tout à l'heure, dans toutes les religions justement, le blasphème existe et il est autorisé. Après qu'on se sente heurté, il faut aussi se mettre à la place des autres, entre guillemets, se dire, en effet, ça peut heurter, mais j'ai le droit, donc je le fais. Donc automatiquement, moi de mon côté, je ne peux pas m'opposer à un droit. Je ne suis pas forcément d'accord, mais que je le sois ou que je ne le sois pas, ça ne change rien, étant donné qu'il y a une loi, on respecte la loi, on est en France, il y a une histoire, on respecte finalement l'environnement où on se trouve. Je suis française et je suis fière d'être française. Mais est-ce que je suis d'accord avec cela ? Eh bien, je préfère détourner le regard, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est vraiment le fait de heurter quelqu'un dans sa religion. Après... Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça me mène vers autre chose. Et tu sais, je pense à une chose que ma mère m'a apprise quand j'étais tout jeune, il y a maintenant très très longtemps. C'est quand tu sais que ça heurte quelqu'un, par respect et par amour de lui, est-ce que tu dois te sentir obligé de le provoquer sous prétexte que ce soit une liberté d'expression? Et ça, c'est un vrai débat. Un vrai débat, parce que parfois aussi, sous le couvert de liberté d'expression, sur le sacro-saint autel de liberté d'expression, parfois, cette liberté d'expression ne cherche qu'une chose, c'est de provoquer l'autre. Quand on sait que c'est un sujet sensible, si moi je sais par exemple, si j'invite des amis à la maison, et que je sais que l'un de mes amis est susceptible, est-ce que je vais le provoquer, sachant qu'il va être susceptible et réagir, le ridiculiser, au risque de pourrir la soirée pour tout le monde, ou par respect de cette susceptibilité, je me tais, je ne dis rien, et pour l'amour de la paix, je ne dis rien. Attention, ceci ne veut pas dire qu'on doit se taire, ceci ne veut pas dire que l'autre ne doit pas faire d'efforts pour accepter l'autodérision, je suis d'accord là-dessus, mais est-ce que si chacun d'entre nous devions faire un effort et un pas vers l'autre, et se dire quel est le choix de la paix ? Quel est le choix de la sagesse ? C'est effectivement la liberté d'expression est sacrée. Et là, je n'en démords pas et j'ai la même position que Richard. Je suis même très provocateur moi-même à ce niveau-là. Néanmoins, jusqu'où peut aller la provocation ? La provocation est-elle saine ou pas ? Après, est-ce que quelque part, nous-mêmes, nous n'imposons pas notre volonté de faire preuve de liberté d'expression alors que l'autre n'en est pas encore prêt ? Et je parle de prêt.
Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre une critique. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire preuve d'autodérision. Qu'est-ce qu'on fait Et avec ça? selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens qui ne sont pas prêts puissent finir par être prêts? Quelle est la solution? Moi, Est-ce qu'il ne s'agit pas de les éduquer? Moi, je veux dire, j'ai des étudiants. Toi aussi, tu as des Là, je étudiants. suis d'accord avec Richard. Moi, j'ai des étudiants. Et quand j'en vois une, et ça s'est encore produit ce matin en cours, qui est susceptible, eh bien, je mets à l'épreuve sa susceptibilité. Je mets à l'épreuve toutes ses frustrations parce que je dois la former à Oui, mais est-ce que tu accepter. l'accompagnes? Est-ce que tu l'accompagnes Ah oui, oui, aussi? moi je l'accompagne derrière, bien sûr. Voilà, Je c'est mets ça à le l'épreuve sujet. et plus je la sens susceptible, plus j'en rajoute, jusqu'au moment où ça va peut-être craquer, et même parfois ça craque, parce que je sais qu'elle va être livrée dans un monde, moi je forme des animateurs de télévision, dans un monde où on va pas l'aménager, où on va lui savonner la planche, où dès qu'on va sentir une faiblesse, tout le monde va s'engouffrer là-dessus, et moi je veux que justement cette faiblesse, elle puisse, elle ait de la, comme je dis, de la corne au bout des doigts pour pouvoir saisir les braises. Eh bien je vais provoquer pour éduquer. Après en donnant des clés. Donc pour moi, quand on va provoquer les gens, est-ce qu'il faut admettre, à condition, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec la radio, dans la radio, les instructions que je donne à tous ceux qui font des émissions, y compris l'émission Humour, IRMDR, où justement on peut rire de tout, je leur dis, moquez-vous de tout le monde, à commencer par vous-même. Et nous subissons, moi je me moque de moi autant que je me moque des autres. Et quand je fais de la provoque pour moi aussi. Je me traite de la même façon. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de moi, les gens acceptent, et lorsqu'il s'agit de quelque chose d'autre, les gens ne l'accepteraient pas? C'est ça la leçon qu'on donne, c'est ça l'éducation. Mais pour ça, il faut mettre à l'épreuve. L'éducation, c'est quoi? C'est apprendre, et tu le sais parce que tu as un jeune enfant dont tu t'occupes beaucoup, eh bien, la grande difficulté, c'est de lui apprendre à accepter, à gérer, à surmonter ses frustrations. Et tout est une question de... On est frustré parce qu'on ne peut pas répondre, on est frustré parce qu'on se sent brimé, on est frustré parce qu'on est stigmatisé, on est frustré parce que justement notre susceptibilité est mise à rude épreuve, on est frustré parce que ce qui est sacré pour nous n'est pas sacré pour les autres. Et l'éducation consiste à enseigner à l'enfant ou à celui qu'on éduque à accepter et à surmonter ses frustrations. Et le jour où on arrive à surmonter ses frustrations, eh bien, il y a beaucoup moins de haine, il y a beaucoup moins de violence, parce que accepter ses frustrations, c'est aussi accepter que l'on pense différemment et que l'on ait raison de penser différemment. Mais Richard, tes intentions, toi, sont bonnes. Est-ce que les intentions de tout le monde sont bonnes? C'est ça aussi la question, c'est que toi, tu as des bonnes intentions derrière tout ce que tu dis, mais il y a certaines personnes, ou peut-être même certains médias, finalement, est-ce que leurs intentions sont vraiment bonnes, ou ils sont là vraiment pour faire de l'audience, ou même certains journaux, est-ce que c'est pas pour vendre du papier, finalement? Alors ça, c'est effectivement encore un autre débat. J'aimerais réagir là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'intention. Mais je veux d'abord rebondir sur ce que dit Richard, parce que ta question initiale, Richard, c'était est-ce qu'il existe des solutions? Il n'en existe pas une, il en existe plusieurs. Mais je pense que tu as tout dit et je vais juste résumer parce que j'approuve tout ce que tu dis et je vais exactement dans ce sens. Tout commence par l'éducation. Il y a un petit bug sur le... Il y a un petit bug chez Michel, donc la connexion est interrompue, donc on va essayer de la faire revenir. Alors Michel a raison, l'éducation, on parlait ce matin en cours de l'intelligence collective, on va tenter de développer... On t'a perdu pendant quelques secondes Michel, et on t'a perdu de nouveau. Ça y est, on te retrouve. On a une belle Je suis image. là. Oui, on te retrouve. Oui, ok, Donc super. tu as complètement raison, et Super. l'idée c'est de développer l'intelligence collective. Comment faire? Absolument. Et tout commence par l'éducation. Alors, bien entendu, l'éducation à la maison, sauf que ça a aussi ses limites, c'est qu'à la maison, on va éduquer nos enfants en fonction de nos croyances, de notre culture et de ce que l'on pense être bon et de nos bonnes intentions. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Et puis, il y a aussi le rôle de l'éducation nationale qui, selon moi, ne joue pas son rôle et de l'éducation et d'une volonté politique qui, selon moi, ne joue pas son rôle et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années est complètement absent et j'ai envie de dire démissionnaire par rapport à ce rôle d'éducation. Je pense que l'éducation nationale est aussi fautive. Maintenant, pour ce qui est de l'intention, on n'excuse pas tout par une intention. Moi, j'entends souvent, oui, mais mon intention était bonne. Oui, mais mon intention était de dire ou de faire. Sauf que ça ne suffit pas. L'intention, c'est quelque chose, c'est une vision personnelle qui n'est limitée que par tes propres croyances et par ta propre vision du monde. Donc, une intention n'est pas gage de réussite dans la communication. Déjà, est-ce qu'on a l'intention de vouloir comprendre l'autre? Voilà, j'ai l'intention de faire une bonne émission, mais je me suis mal préparé.
J'ai l'intention de faire une bonne conférence, mais je me suis mal préparé. J'ai l'intention de faire une superbe émission, mais je n'ai rien préparé. Eh bien, ce sera un flop. Eh bien, c'est exactement pareil. L'intention ne suffit pas. Et l'intention n'excuse pas la maladresse et n'excuse pas la méchanceté. D'ailleurs, en parlant un tout petit peu de conférence, Michel, pour faire une petite parenthèse, et après on va passer au prochain sujet, parce que de toute façon on n'en fera pas le tour, et les solutions, on peut en rêver, mais le monde est pour l'instant dystopique plutôt que utopique. Il y a un petit événement là dans quelques jours avec des conférences. C'est, je crois, le grand show, le grand gala de tes étudiants, parce que tu diriges l'école des conférenciers. Michel est un grand conférencier international qui est dans le partage des savoirs, puisqu'il forme aussi les nouveaux conférenciers. Il se crée sa propre concurrence, en quelque sorte. Et tu organises quelque part un grand show avec tous les étudiants que tu as formés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour qu'on puisse communiquer là-dessus? Mais je te remercie parce que ça apporte aussi un petit peu de légèreté à cette émission. Voilà. Et effectivement, le rôle d'un conférencier, c'est aussi de venir avec un message positif, même si à la base, il a peut-être quelque chose de dramatique à vous annoncer. C'est-à-dire que si le conférencier a quelque chose de dramatique à dire, s'il ne vient pas avec des solutions ou une projection positive, il aura raté sa mission. Et effectivement, dans cette école, je forme d'autres conférenciers qui ne sont pas concurrents parce que j'apprends à ces élèves à être indépendants, autonomes et d'avoir leur propre identité, comme toi à l'Académie audiovisuelle, tu cherches des identités fortes et avec un message unique. Je vais chercher l'unicité chez chacun de ces conférenciers. Et effectivement, le 27 octobre à 14 h à l'Espace Saint-Martin dans le 3e arrondissement, à Paris, eh bien, nous allons faire le grand show. Il y aura les 8 élèves de l'école de conférenciers donneront 8 conférences différentes sur des thèmes très différents. Ce sera absolument inspirant, motivant, ça va doper et énergiser les esprits qui seront présents. Il reste des places, donc Espace Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris à 14 h. Tout le monde est bienvenu pour venir écouter et soutenir. On rappelle la date. 27 octobre 2020 et bien entendu toutes les consignes et règles sanitaires seront bien entendu respectées. Est-ce que c'est un spectacle ou est-ce que c'est un peu comme une remise d'award, une compétition? Est-ce qu'il va y avoir un grand gagnant? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être donné, quelqu'un qui va être en pointe? Ou est-ce que c'est juste un spectacle? Est-ce qu'il va y avoir un jury? J'en sais rien. Alors c'est un petit peu comme l'école des fans, tout le monde gagne parce que comme c'est la fin de leur formation, ils vont tous recevoir un certificat et c'est le scellement de 8 mois de formation, d'écriture et de répétition qu'ils vont faire sur scène. Donc c'est, disons, un événement de développement personnel et professionnel où vous allez entendre 8 conférenciers qui vont chacun parler pendant un quart d'heure, donc c'est en format court. Nous aurons Martial qui est connu de la Nouvelle Star, qui sera là pour faire la première partie. Et le tout sera, bien entendu, tout bonnement festif. Et il y aura pour objectif de découvrir de nouveaux orateurs avec des messages absolument positifs et motivants. Bah écoute, on retient la date. Peut-être qu'on invitera certains des participants, ceux qui sont à Paris. On verra le 27, je ne sais pas quel jour ça tombe. Le 27 octobre, c'est un mardi. Un mardi. C'est un mardi. Je l'ai fait en semaine expressément pour que les professionnels, les acheteurs de conférences, qui sont souvent des DRH ou des gens de l'événementiel, puissent venir voir ces conférenciers pour pouvoir faire leurs courses. Parce qu'un conférencier, ça s'achète pour des séminaires et des conventions. Donc c'est aussi une opportunité pour les élèves de rencontrer des professionnels qui achètent des conférences. Donc si effectivement tes élèves et nos auditeurs veulent venir, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, et peut-être qu'on les invitera dans une émission, on en invitera quelques-uns dans une émission pour parler de ce métier, de ce beau métier de conférencier, du marché aussi, il y a des chiffres, hein, c'est devenu une activité qui souffre bien à l'heure actuelle avec ces histoires de coronavirus. Ah oui. Et ça me permet de créer une transition fort intelligente à droite, comme il sied dans cette radio. Nous allons parler avons-nous des raisons d'être optimistes compte tenu de l'état de santé des Français, compte tenu des conditions sanitaires, compte tenu du couvre-feu, compte tenu des activités qui sont ralenties? Allez, on attend de Michel qui nous donne le sourire et qui nous donne envie de nous lever demain matin en disant « Allez mon pote, ça va bien aller, ça va bien se passer, t'inquiète pas ». Alors, non, je ne vais pas faire de fausses promesses. Je ne sais pas si ça va bien se passer. J'en sais rien. Si ça se trouve, demain, tu sors de chez toi et tu vas avoir un accident de voiture. J'en sais rien. En revanche, ça se passera bien seulement si toi, tu le décides.
En fait, on est tous autonomes par rapport à ça. Il faut qu'on apprenne à vivre en autonomie par rapport à ce que nous percevons de ce monde. Je ne peux pas dire que demain tout ira bien. J'en sais rien. Je ne suis pas devin. En revanche, ça ira bien seulement si toi tu décides. Et si tu vis un drame, eh bien, donne-toi le temps d'accueillir ce drame. Donne-toi le temps peut-être d'être dans la sidération, peut-être même d'être triste. C'est un petit peu comme une blessure. Si demain je me coupe le bras, et que je pisse le sang, il va falloir que j'aille à l'hôpital, il va falloir que je me fasse recoudre, il y aura des points de suture, et puis il va falloir que je laisse cette plaie se cicatriser. C'est aussi s'autoriser à se foutre la paix. Si le bras est tombé, que tu peux pas le recoudre, comment tu fais? Ben, tu vas qu'autoriser, tu vas devoir aussi apprendre avec. Si je prends l'exemple de mon ami Philippe Croison, qui a perdu ses bras et ses jambes parce qu'il a été électrocuté par une ligne de haute tension à 20 000 volts, il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes, et aujourd'hui en conférence, il te dira que sa vie n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui parce qu'il fait des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire avant s'il avait eu ses bras et ses jambes. Il a fait un Paris-Dakar sans bras et sans jambes, il a traversé la Manche sans bras et sans jambes, il n'aurait jamais fait tout ça s'il n'avait pas eu cette épreuve. Ah, c'est magnifique. Donc, il existe des histoires, des centaines d'histoires de gens qui vous diront que grâce à l'épreuve qu'ils ont vécue, ils ont vécu des choses extraordinaires. D'autres personnes vous diront que grâce au burn-out qu'ils ont vécu, ils ont enfin appris à vivre. C'est un regard. Oui, Fatima Zahra. Mais du coup, Michel, parce que souvent, quand on a des difficultés, on a l'habitude de se demander pourquoi, mais pourquoi il m'arrive cela, mais pourquoi ceci. Finalement, est-ce que la vraie question, c'est pas plutôt de se dire comment trouver des solutions, finalement, plutôt que la question du pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Et tu donnes exactement la réponse que je donne dans mes conférences, c'est qu'il y a une question complètement stérile, c'est de se dire pourquoi moi ? Ou pourquoi ça tombe toujours sur moi. C'est stérile parce que personne n'a jamais la réponse. En revanche, la question qui va te mener, et même au niveau cérébral, le cerveau va être vivifié par les bonnes questions. Et la bonne question à se poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les ressources que j'ai encore en moi? Ou quelles sont les ressources qui m'entourent, sur lesquelles je peux m'appuyer pour faire des leviers qui pourraient m'aider à changer mon regard ?» C'est effectivement parce qu'il t'arrive qui est dramatique. C'est ce que tu vas faire avec ce qui t'arrive qui est dramatique. Donc, la question que tu vas te poser va générer une réponse. Et la question qu'il faut se poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que je me laisse, est-ce que je suis vécu par les choses ou est-ce que je décide de prendre ma vie en main? Comme je vous le dis souvent, on a toujours le choix. On a le choix il y a les gens qui se trouvent de bonnes excuses et il y a les gens qui se donnent les bons moyens. Et puis, il y a des gens chez qui il y a des gens chez qui, ou pour qui considèrent que la victimisation est très confortable. C'est très confortable de se victimiser. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de courage, ça ne demande pas d'audace. Vous savez, se plaindre dans son canapé et se dire qu'on a une vie de merde et que ça tombe toujours sur moi et que ça tombe tout le temps sur moi. Attends, ça ne tombe pas tout le temps sur toi, ça tombe sur tout le monde. Il y a une étude anglaise qui a démontré que à hauteur de 88%, écoutez bien, hein, à hauteur de 88%, nous vivons tous des événements de vie similaires. En fait, la vie est dégueulasse et bonne pour tout le monde. Elle est dégueulasse au même titre pour tout le monde. Maintenant, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui en fait quelque chose de merveilleux, c'est son action. C'est une étude anglaise hein, quand même. Hein, donc, Mais elle est sérieuse, elle est très sérieuse. Je voudrais passer... non, d'abord Pauline, et puis après je vais passer à un autre sujet. Je voudrais juste poser une petite question sur quelque chose de mythique. Oui, simplement, Michel, est-ce que tu aurais une astuce, une clé? Parce qu'il y a des moments où on n'est plus... Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où ça va très bien dans ma vie, où il y a des petites choses qui arrivent et puis j'arrive à les transformer en positif. Et puis, il y a des moments où on est un peu dans le down. Ça arrive aussi, ça fait partie de la vie, des up and down, enfin, plus ou moins. Mais tu veux nous parler de tes zouls? Non, mais simplement de savoir, est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent une astuce quand tu es dans une période, parce que c'est pas possible que tu sois H24, 365 jours optimiste, et il y a des moments aussi où ça fait partie de la vie, hein, c'est pour être optimiste après. Donc, est-ce que tu aurais quelques clés à fournir sur ces moments-là, en fait, de les vivre un peu mieux? Tout d'abord, ça commence par accueillir et accepter qu'il y a parfois des journées de merde. D'accord? Ça arrive. Voilà. C'est l'accepter, c'est accueillir. Et effectivement, quelqu'un qui est optimiste ne le sera pas H24. Je veux dire, moi aussi j'ai des coups durs, moi aussi je râle, parfois j'en ai marre que des choses ne s'arrangent pas, ça m'arrive aussi. En revanche,
c'est avec une certitude que ça ne durera jamais longtemps et que la lumière est toujours au bout du tunnel. Donc, tu vois, c'est bien aussi un état d'esprit qui te permet aussi de te dire qu'il y aura une fin. Ensuite, s'il y a effectivement des clés, il existe plusieurs clés. Que je cite aussi en conférence, c'est par exemple quand on a une journée de merde, c'est de rentrer dans un sentiment de gratitude, et ça fait écho également encore à une autre étude cognitive qui dit que nous ne pouvons pas émettre deux émotions diamétralement opposées en même temps. On peut pas être en colère et heureux en même temps. On peut pas être en joie et en haine en même temps. C'est compliqué. En tout cas, le cerveau a du mal à faire ça. Donc, quand vous vous sentez mal, une astuce qui fonctionne bien, c'est de vous mettre dans un état de gratitude où vous allez vous forcer, c'est un effort intellectuel bien entendu, hein, vous allez vous forcer à trouver 3, 4, allez, 5 bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Merci de pouvoir assister à ce genre d'émission. Merci de pouvoir rencontrer des gens extraordinaires. Merci pour... Ça peut être tout simple comme un repas. Par exemple. Le soleil qui a touché son visage. Et en fait, on éduque le cerveau à aller chercher quelque chose de positif et le cerveau, lui, va obéir. C'est vraiment très mécanique. Le cerveau est vraiment très mécanique. Comme vous allez forcer le cerveau à aller chercher le positif, il va mettre en veille toutes les émotions négatives. Ça, c'est une première astuce qui fonctionne très très bien. L'éducation. Oui, moi j'avais une autre question. Parce que je vois qu'on est là à la fin là. L'amour dure 3 ans. Et là j'avais envie en fait de faire une comparaison en fait avec peut-être le monde de l'entreprise. Je me rends compte moi de mon côté au bout de 2 ans et demi, 3 ans, allez 2 ans et demi même, je me rends compte à chaque fois qu'il y a des frictions. On va pas dire des conflits, on va dire qu'il y a naturellement, en fait, au bout de 2 ans et demi, une sorte de friction naturelle dans un groupe. J'arrive pas, puisque ça fait déjà à peu près la 4 fois, au bout de 2 ans et demi, à chaque fois, il y a un truc qui bloque. Est-ce que tu saurais expliquer? Est-ce que ça a un rapport avec l'amour dure 3 ans? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Tu vois? Voilà. Toi, tu as besoin d'un love coach, c'est un autre problème. C'est un love coach. Non, mais c'est vrai, est-ce que Parce que l'optimisme peut sauver, quoi. si c'est quelque chose qui est Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des cycles? Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des cycles en fait derrière et des étapes à franchir? Malgré qu'on soit optimiste finalement. Voilà. Faut Eh rester oui, sur la c'est toujours en question. rapport Voilà, avec c'est ça, ouais. Mais c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on n'éprouve pas les mêmes émotions et les mêmes sensations et les mêmes besoins ou les mêmes problématiques ou les mêmes peurs. Les optimistes ont peur comme les autres. Moi, il y a des moments où j'ai peur. C'est juste que je donne une autre dimension à ma peur. Alors pour ce qui est des relations, toi tu dis tous les 3 ans. Moi, je connais une autre étude qui dit que c'est tous les 7 ans. Cycle ou pas cycle, à nouveau, qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Est-ce que tu as envie d'entendre? Qu'est-ce qui t'arrange? C'est un petit peu comme comme les superstitions. Est-ce qu'une superstition m'arrange? Un cycle peut devenir une superstition. Une étude dit que tous les 3 ans, selon toi, que tous les 3 ans, le couple est en difficulté. Moi, j'en connais une autre qui dit que c'est tous les 7 ans. C'est peut-être une mauvaise piste. C'est peut-être toutes les 7 minutes, il suffit de faire un effort de 15 secondes toutes les 7 minutes, et puis ça va bien se passer en fait, finalement. Maintenant, la question à se poser, c'est pas ce que dit la statistique, c'est qu'est-ce que toi tu vis dans ton couple? C'est de te regarder, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce qui fait que si effectivement, je sais pas si c'est ton cas, hein, mais si tous les 3 ans, à chaque fois tu recommences à zéro, quel est ce cycle psychologique que toi tu mets en place qui fait que tu sabotes ton propre couple? Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je ne fais pas? Si c'est quelque chose qui est récurrent, c'est plutôt de l'ordre du comportemental. Il nous reste 2 minutes. Donc je veux juste un tout petit mot de la fin de la part de chacune et chacun, à commencer par Pauline, très rapidement. Oui. Si t'as rien à dire, tu le dis. Dire que je pense que l'optimisme et l'éducation, finalement, l'éducation à l'optimisme peut sauver le monde. D'accord.
Fatima Zahra? Je pense que l'amour dure toujours, que la liberté d'expression est très importante et heureusement qu'elle existe. Et encore une fois, moi j'ai un petit mot justement plutôt d'amour. Soyons heureux, aimons-nous tous, vivons dans un monde de bisounours. Voilà, il faut qu'on reste optimiste et il y a encore plein de belles choses qui nous attendent, en tout cas je l'espère. Et je le souhaite à tous vraiment. À toi, Arnaud. Oui, moi je vais revenir sur rapidement l'attentat. Non, en 30 secondes, parce que dans le monde des médias, on oublie quelque chose et on n'en a pas parlé. Oui, c'est une attaque, islamiste, mais faut pas oublier, ici, on est en terre chrétienne, ici. Et ça, on l'oublie complètement. Voilà. Ok, ça n'engage que toi. Michel, ton mot de la fin? Moi, en une phrase, ma vie est magique parce que je l'ai décidé. Ça, c'était un bon mot de la fin. Eh oui. Moi, mon mot de la fin à moi, parce que j'ai pas le temps, c'est au revoir. À la semaine prochaine pour un autre On nous cache tout, l'émission où on vous dit tout. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.